Et bonsoir. Allez, on commence le live. Désolé pour l'heure tardive. On va essayer de respecter un peu les horaires, mais il y a eu pas mal d'imprévus aujourd'hui. Du coup, je commence que maintenant. Donc, je vous ai fait l'introduction hier, donc je vais commencer donc avec le blé. Le blé qui est la matière principale, on va dire, millénaire, que les hommes cultivent, sélectionnent pour se nourrir. Euh, on va parler ici du blé tendre, un peu du blé dur, mais le blé dur, c'est simplement, voilà. On parle surtout beaucoup du blé tendre, qui sert de base pour faire la farine et le pain. Le blé dur étant utilisé beaucoup, notamment dans les pays du Maghreb, pour faire les semoules. Nous, on va l'utiliser, voilà, pour tout ce qui est semoule. Déjà, quand on écrase du blé dur, il faut savoir qu'on parle de semoule. Les issues de mouture d'un blé dur c'est de la semoule, qu'importe après la granulométrie. Et il servira en biscuiterie également. Donc ce qui nous intéresse, en tout cas ce dont je vais parler, c'est le blé tendre, c'est ce que je cultive, c'est ce que l'on connaît tous lorsqu'on achète du pain. Donc le blé tendre est une céréale millénaire dont le berceau est le croissant fertile. Coucou, je sais pas qui c'est qui me regarde, mais j'essaie d'aller vite, je surveille l'heure. Et donc le blé tendre, salut Philippe Fouzi, le spécialiste des gastéropodes. Là j'ai dit le mot correct. Bon voilà. Euh, J'en perds mon latin. Donc le blé tendre. Le blé tendre, on va le cultiver, c'est une céréale surtout qu'on peut cultiver un blé tendre d'hiver ou on aura un blé tendre de printemps. Un blé tendre d'hiver, hein, on va le semer à l'automne, il va passer l'hiver en fait sous terre ou en, la période de talage va se faire pendant l'hiver. C'est une période végétative de croissance. Donc on va semer ce blé tendre d'hiver au printemps. Il y a différents types en fonction des variétés, différents moments où on peut le semer. On a des blés tardifs, des blés précoces, des blés semi-tardifs. Voilà, tout ça va influer sur la période de semis et la période végétative de la céréale que l'on va récolter à peu près 9 mois après le semis, au début de l'été. Il y a des céréales qui mettent plus longtemps que ça, par exemple le petit épeautre, c'est 11 mois. Le blé tendre, en gros, on va en tête 9 mois. Entre le moment où on le sème et le moment où on va le récolter. Il y a, disons, plusieurs périodes que l'on distingue, le semis, la germination, on va vérifier que notre graine est bien germée, la levée, donc là la plantule sort de terre, le stade trois feuilles, le talage, et ensuite on va avoir la montaison, les piaisons, il y a la floraison aussi, auparavant, désolé, j'ai mon appareil, et ensuite on a le mûrissement. Voilà, à peu près dans l'ordre, sauf si je me suis trompé, mais je fais ça en note, je fais un peu ça au débeauté. Euh, Sachant qu'avant le semis du blé, il va falloir préparer le sol. Alors là, ça devient intéressant parce qu'on parle d'itinéraire technique. Donc c'est toute la partie culture du blé. On peut cultiver le blé, ce qu'on voit souvent en France sous nos latitudes. On prépare la terre, donc on laboure, on va casser les mottes, passer plusieurs outils pour ensuite semer. Souvent c'est un semis en combiné. Vous voyez, il y a une herse rotative devant le semoir et le semoir est derrière. Et on sème sur une espèce de semoule, un sol très très affiné, très fin, avec un semoir, ce qu'on appelle un semoir en ligne, un semoir conventionnel. Mais on peut semer dans un couvert, on peut faire des techniques culturales simplifiées, les fameuses TCS. C'est passionnant, c'est un domaine à part entière qui mériterait de s'y pencher longuement. Euh, ce sont des choix qui sont liés au terroir, qui sont liés à l'histoire, à la culture, aux pratiques de certains. Des fois, on laboure parce qu'en fait, on l'a toujours fait comme ça. Ou on ne laboure pas parce que on a vu euh, que ça abîmait le sol, ou parce qu'on a écouté tel ou tel reportage. Donc il y a des choix qui sont souvent très personnels. Euh, c'est des fois dur de discuter, parce que dès qu'on s'intéresse aux itinéraires techniques pour semer le blé, c'est vrai pour d'autres cultures, mais là on parle du blé tendre. Dès qu'on dès qu'on parle de ces itinéraires techniques, on touche à quelque chose d'assez intime chez le paysan ou chez l'agriculteur. Voilà, c'est quelque chose qui a été réfléchi, sur lequel il peut des fois y avoir aussi un poids atavique, un poids familial concernant ces pratiques-là. C'est comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Pour ce qui me concerne, je sème le blé dans une luzerne vivante. Donc mes terres sont cultivées en bio. Je cherche un peu parce que je vois l'heure, je me suis fixé une horloge à côté. Je sème mon blé dans une luzerne vivante. Alors pourquoi une luzerne? Parce que le blé a
besoin, est gourmand en azote. Il n'a pas besoin uniquement d'azote, mais il est gourmand en azote. La luzerne, c'est une légumineuse, elle synthétise l'azote de l'air avec une symbiose au niveau de ses racines et le restitue au sol. Ce qui fait qu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans de luzerne, enfin une luzernière enrichit le sol en azote. C'est un peu plus compliqué que ça, idéalement, si elle est toute seule, elle va être un peu feignante, elle va prendre aussi l'azote qu'il y a dans le sol. Si elle est en concurrence avec une graminée, elle a besoin d'azote, le blé est une graminée, la luzerne va plutôt avoir tendance à synthétiser l'azote de l'air pour le restituer dans le sol. Ce qui est très bien lorsqu'on a une graminée qui s'y met. Donc après, c'est bien sur le papier, moustique. Euh, mais par exemple, si je sème mon blé dans une luzernière qui est très développée, mon blé aura du mal à monter et à se développer lui aussi. Euh, Bonsoir, je vois des pouces et des cœurs qui montent. Bonsoir tout le monde, merci. Euh, donc il faut gérer, quand on sème le blé dans un couvert, il faut gérer le couvert. Souvent, le semi-direct sous couvert, dont on parle de plus en plus, est très avantageux d'un point de vue agronomique, d'un point de vue aussi économique. C'est des économies matérielles, économies de carburant. Mais c'est compliqué techniquement, on peut pas faire ça sur n'importe quel sol, il faut des fois être patient avant de passer au semi-direct sous couvert, il y a beaucoup de déconvenues, et il faut gérer son couvert. Voilà. Et souvent, le couvert est géré avec le glyphosate. On peut le gérer en mettant des espèces gélives, mais par chez moi dans le sud de la France, il n'y a pas beaucoup de gel, donc on peut pas espérer que le couvert va prendre un pet avec le gel. Donc voilà, il faut développer différentes techniques. Donc moi, ce que je fais, ben, pour l'instant, ma luzerne, je la gère avec un broyeur. Mais pour moi, le modèle idéal serait d'avoir du pâturage, idéalement des bovins, pour gérer mon couvert. Mais encore une fois, il n'y a pas une gestion comment dire, qui marche pour tout le monde. Ça va dépendre des conditions pédoclimatiques. Peut-être que mon couvert, je vais bien le gérer une année parce que j'aurai mis des vaches, mais l'année suivante, non, j'aurai trop de repousses, mon blé va pas bien prendre, il faudrait que j'ai la machine ou un broyeur ou même peut-être des disques ou une hersétrie qui va, avec un passage au printemps, me permettre de calmer les adventices, calmer les repousses, tout en donnant un peu un coup de fouet à mon blé qui est en plein talage. Euh, voilà, tout ça se réfléchit, c'est beaucoup d'observation et de pratique. Et là, je comprends bien que pour ceux qui, des fois, découvrent un peu le sujet, j'ai employé des mots comme le talage, comme une hersétrie, euh, il pourrait y avoir un sujet sur les phases végétatives du blé, mais le talage, grosso modo, c'est après le stade 3 feuilles, la plante fait des tales. Des tales, ça va être ensuite des pousses, des épis. C'est-à-dire qu'avec un grain de blé, on pourra avoir plusieurs repousses, plusieurs tales, et donc autant d'épis. Avec un seul grain de blé, on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 10 épis, ça dépend des variétés, ça dépend encore une fois de la façon dont on cultive, mais avec un seul grain de blé, on a plusieurs épis sur lesquels il y a plusieurs dizaines de grains de blé. Donc cette période de talage qui est une phase végétative, où là, la plante aussi fait tout son système racinaire, et on va avoir après ces tiges qui vont se développer, durent voilà, après le stade 3 feuilles tout l'hiver. Et pendant cette période-là, on peut passer un outil qui s'appelle une hersétrice. Donc on a des cadres avec des pointes assez fines qui sont comment dire, assez fines, comme, aussi fines que peut-être qu'une sardine pour des tentes, mais beaucoup plus longues, donc avec un effet vibrant très important. Et donc on va avoir un peu un phénomène de grattage du sol, dont on peut régler l'agressivité de ces cadres, ils sont flottants, donc ils suivent le sol, euh, et on a un phénomène de grattage du sol, donc ça peut permettre d'enlever des plantules, des adventices, des plantules qui sont au stade de la levée, qui sont pas encore bien enracinées, et ça va venir aussi griffer un peu le blé, donc c'est important qu'il soit bien implanté, qu'il soit vraiment en phase de talage, euh, ça, et ça va lui donner un coup de fouet. Certains, c'est-à-dire un coup de fouet, qu'est-ce que j'appelle un coup de fouet? Ça va l'inciter à faire des repousses. Euh, Certains agriculteurs aussi, pour donner un peu de vigueur à leur blé, en sortie de talage, passent un rouleau dessus. Voilà. Tout ça pour dire que si vous marchez dans un champ en hiver, un champ de blé en hiver, où voilà, ça n'a pas encore monté, c'est pas grave du tout. Voilà. Il y a plein de choses encore à dire sur le blé, mais grosso modo, il y a une phase de préparation du sol. C'est-à-dire que pour cultiver du blé, à partir du moment où vous savez qu'il vous faut une quantité de blé, euh, vous allez allouer une surface. Avec telle surface, je vais avoir telle quantité de blé. Cette surface, idéalement, il faudrait la multiplier par
3, voire par 4, pour avoir une rotation sur 3 ou 4 ans, pour avoir ce qu'on appelle un précédent cultural. En ce qui me concerne, c'est la luzerne. Euh, luzerne, blé, et moi je fais un petit épeautre, une deuxième paille on appelle, une deuxième céréale. Et ensuite je repars. Donc on peut faire des rotations beaucoup plus longues, sur 7, 8 ans, mais vous comprenez bien que plus les rotations sont longues, plus mon besoin en surface va être important. Une fois qu'on a fait ça, on décide de quel itinéraire technique on va utiliser et quels vont être du coup l'enchaînement de nos rotations. Et il y a tout un travail de préparation du sol, ou pas, mais quand même de gestion, on va dire, en tout cas de son couvert s'il n'y a pas de préparation du sol, avant le semis. Quand intervient le semis, c'est un moment important pour l'exploitation, c'est un moment, voilà, c'est chargé aussi de symbolique. Euh, une fois que le semis est fait, il y a toute une phase c'est pas fini, mais on va surveiller notre parcelle pour justement, voilà, si on passe une hersétrie, si on passe peut-être des fois un coup de broyeur, si on la se met dans un couvert, un coup de broyeur, certains vont passer dans un coup de glypho pour calmer le couvert avec des, des herbicides sélectifs qui vont permettre d'avoir une parcelle où il n'y a que du blé. Euh, chacun fait ses choix. Et ensuite, voilà, la céréale se développe et pour qu'on arrive en faisant un petit saut dans le temps jusqu'à la moisson. La moisson importante, je vais exposer le temps de ce live, tant pis, mais je parle après moisson du traitement de la céréale, je suis obligé. Euh, une fois qu'on a moissonné, qu'on a récolté le blé, on va le stocker. Alors, au- on va ce qu'on appelle traiter la céréale, c'est-à-dire qu'on va la trier. C'est-à-dire que quand on moissonne, il y a beaucoup de poussière, il y a des menus paille, des petits bouts de paille, et puis si vous avez une parcelle qui est, ce qu'on va dire, sale, c'est le mot qu'on utilise, même s'il n'est pas forcément approprié à mon sens, c'est-à-dire avec beaucoup de ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, vous allez avoir d'autres graines, d'autres choses que du blé dans votre récolte. Et ça, il faut le trier du blé. Alors aujourd'hui, avec l'agriculture conventionnelle et toute la chimie, dans les champs de blé, il n'y a que du blé. Après, dans quel état il est, c'est une autre chose, dans quel état est le sol, c'est autre chose. Mais il n'y a que du blé, et les moissonneuses modernes sont formidables, c'est passionnant aussi. Voilà, après, il peut y avoir un live complet sur le machinisme, c'est intéressant. Je ne vais pas m'égarer là-dedans, mais toujours est-il qu'en sortie de ces moissonneuses-là, on a un blé qui est bien trié. Si on n'en fait rien d'autre, il peut partir directement à la coopérative. Change après à la coopérative de le traiter, de le retraiter avant que ça parte au moulin. Si c'est pas le cas, si on va vraiment utiliser notre blé, il va falloir qu'on le traite aussi nous-mêmes. Ça sort de moissonneuse. Moi, mes parcelles sont en bio. En sortie de moissonneuse dans la remorque, il n'y a pas que du blé. Il y a d'autres graines. Il peut y avoir du régras, il peut y avoir de la veste, il peut y avoir, en fonction des régions, on a chacun nos adventices. Il y a beaucoup de poussière aussi, en fonction de comment dire, de la, du modèle de moissonneuse. Donc tout ça va influer sur la qualité de votre récolte. Ensuite, donc, on va utiliser des machines, des trieurs, des brosses à blé pour enlever la poussière de la céréale et pour ne garder que le blé avant de le traiter, de procéder à ce qu'on appelle la première transformation de la céréale. Donc je passe à la farine, blé farine, euh, la farine qu'on va obtenir dans un moulin. Avant que la céréale passe dans un moulin, on va la mouiller et la brosser. Ça, c'est vraiment deux étapes qui se font souvent au moulin. Le mouillage, c'est pour adapter le taux d'humidité de la céréale, afin qu'ensuite on puisse la broyer ou l'écraser correctement. Bon, sachant que ce taux est encadré par la loi, on ne peut pas dépasser un certain taux, sinon évidemment il y a plus d'humidité dans la farine, elle est plus lourde. Donc, voilà, ça peut donner cours à des fraudes. Et puis ensuite, la farine est utilisée pour être panifiée. Donc il faut une régularité aussi pour le boulanger parce que lui va adapter son taux d'hydratation de la pâte par rapport aussi à l'humidité de la farine. Voilà, en tout cas, l'humidité de la farine peut influer sur le taux d'hydratation du boulanger. Donc voilà, tout ça est encadré. Donc toujours est-il qu'il faut le faire. Et donc un mouilleur, vous imaginez une vis qui tourne avec des doigts, des palpeurs, et avec un jet d'eau à haute pression. Et tout ça va permettre de mouiller la céréale et va même enlever une partie, va la laver, enlever une partie un peu de l'enveloppe. Après, on peut régler aussi la force de ce frottement, la force du mouillage. Et ensuite, la céréale va partir en boisseau. En fonction du taux de mouillage, elle peut rester plus ou moins longtemps dans le boisseau pour être ensuite brossée et écrasée. Sachant que la céréale peut aussi, ça dépend après des pratiques, mais elle peut être aussi brossée et ensuite partir au mouillage avant d'être écrasée. Pour obtenir de la farine, on va considérer qu'il y a deux types de procédés de mouture.
la mouture par cylindre et la mouture sur meule de pierre, sachant que en meule de pierre, je ferai le distinguo entre deux pratiques encore. Donc on va dire trois procédés, trois technologies. La mouture par cylindre, donc c'est toutes les farines que l'on utilise, c'est voilà, le produit de la révolution industrielle. Ce sont des machines qui tournent à grande vitesse. Vous imaginez des cylindres, comme leur nom l'indique, qui vont tourner à grande vitesse et entre lesquels vont passer les grains de blé, les céréales. Ce, Ces cylindres vont avoir des diamètres différents, vont avoir des traitements de surface différents, plus ou moins cannelés. Certains pourront être lisses en fonction des étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail du diagramme de mouture, mais tapez diagramme de mouture et voilà, vous aurez encore plus de précision par rapport à ce que je vous dis. Et après chaque passage entre les cylindres, la farine est tamisée. Dans ce qu'on appelle des planchichters, donc des grands tamis vibrants. Et une fois que c'est tamisé, ça sépare, parce que l'on va séparer, ça repasse dans d'autres cylindres pour traiter à nouveau les issues de mouture qui viennent d'être tamisées. Pour séparer tout ce qu'il y a dans le grain de blé, on va avoir jusqu'entre 7 à 8 passages dans les cylindres. C'est ce qu'on appelle souvent le diagramme de mouture. Ce sont les différents passages dans les cylindres. Donc on a c'est très codifié, B1, B2, C1, en fonction des opérations que cela recoupe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la mouture par cylindre, ça va vous permettre, en fait, vous avez un grain de blé schématiquement, ça va venir le rogner de l'intérieur vers l'extérieur et de séparer toutes ces différentes parties. Et tout ça est bien ensuite séparé pour ensuite être réassemblé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va séparer? Par exemple, l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a plusieurs parties encore, si on rentre dans le détail. L'enveloppe externe. euh, Contre l'enveloppe externe, nous allons avoir l'assise protéique, mais des enveloppes, il y en a plusieurs, très très fines. Vous allez avoir le germe de la graine, du grain de blé, qui est notamment une des parties les plus nutritives du grain de blé. Donc ce germe, on peut l'enlever, le mettre de côté. Vous allez aussi avoir l'amande du grain de blé. L'amande du grain de blé, ça va être la partie la plus riche en amidon, en gluten. Et donc on peut aussi concentrer cette partie-là. Et en fonction de ça, en fonction de ces différentes parties, on va pouvoir les réassembler pour faire différentes farines après tamisage. Par exemple, une farine T45 ou farine de gruau, c'est une farine qui va être vraiment le cœur de l'amande du grain de blé. Donc la plus riche en gluten, en protéines, en amidon. Le germe, par exemple, lui, il va être extrait. Parce que le germe, il peut être revendu dans l'industrie pharmaceutique cher, et puis après on vous vend des compléments alimentaires. À la limite, on aurait pu le garder dans la farine dès le départ, mais après voilà, il y a une logique derrière tout ça. Euh, et par exemple l'enveloppe, on peut après la remettre dans la farine pour adapter le taux de cendre, et puis pour avoir des farines plus complètes. Toujours est-il que voilà, schématiquement, c'est ça qui est à l'œuvre avec la mouture par cylindre. Et c'est une véritable révolution, ce type de mouture-là, ces machines-là, parce que ça permet d'avoir des rendements faramineux, d'avoir des productions de plusieurs tonnes à l'heure. Enfin, ça va très très vite. C'est très très efficace. Euh, voilà. Et la farine que l'on obtient, c'est une farine qui va être un assemblage. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une farine qui va être un concentré d'amidon, de gluten. Ça va être une farine. Voilà. On sépare les différents éléments du grain de blé pour assembler en fonction de ce que l'on veut obtenir. À côté de ça, on a la farine, la mouture sur meule de pierre. La mouture sur meule de pierre, c'est millénaire. On a une meule fixe, une meule souvent au-dessus qui est tournante, donc la meule fixe dormante, la meule en mouvement, la volante ou la tournante, euh, qui est actionnée soit par la force humaine, soit par la force animale, ensuite enfin, par le vent, par l'eau, puis la vapeur, et puis après, bon, rapidement, c'est là que les cylindres après sont arrivés. Mais le principe de la meule, c'est de broyer, d'écraser, hein, d'où voilà, on écrase le grain de blé, le terme est resté, on écrase le grain de blé et puis on tamise. Et donc, ben, quand vous écrasez un grain de blé, c'est entre deux pierres, vous allez avoir un peu de farine qui va ressortir, un peu d'enveloppe, et puis une espèce une semoule grossière, un blé concassé, et on va tamiser tout ça. En tamisant tout ça, on extrait la farine, on peut extraire le son, et puis le blé qui est pas encore bien écrasé, bien broyé, on le repasse entre les meules. Tout ça pour avoir un taux d'extraction de moins de 80%. Un taux d'extraction de 80%, c'est-à-dire qu'on a 10 kg de blé, on va extraire 8 kg de farine.
parce que grosso modo, ça correspond à la partie, la proportion de l'amande dans le grain de blé. 20%, enfin 2-3% étant le germe, le reste étant l'enveloppe. Très schématiquement, encore une fois. On y va rapidement. Moi, j'ai largement éclaté les 15 minutes. C'est compliqué. J'ai bientôt fini sur la farine. Donc, pour avoir un taux d'extraction de 80%, on va passer les issues de mouture, en fait, on va passer ce qu'on appelle la repasse, comme son nom l'indique, parce qu'on repasse entre les meules des grains de blé qui n'ont pas été bien écrasés. Euh, voilà, donc comment dire, cette mouture a sans cesse été améliorée, mais voilà ce qui se passe quand on écrase entre des pierres. Euh, on a de la repasse, on écrase le grain de blé, ça va beaucoup moins vite. En termes de rendement, ce n'est pas comparable par rapport à une mouture par cylindre, en termes de rendement, le kilo de farine à l'heure. L'avantage, c'est qu'on va avoir une farine qui peut être c'est l'exact reflet du grain de blé, si vous voulez. Vous avez, voilà, tout ce qui est dans le grain de blé, vous l'avez dans la farine, notamment y compris le germe. On va pas l'extraire, on s'amuse pas à l'extraire. On va pas venir rogner le grain de blé de l'extérieur à l'intérieur. On vient l'écraser. Et puis, on tamise et on l'écrase de plus en plus. Euh, le gros inconvénient de cela, c'est que on va dé- vraiment endommager les liaisons gluten-amidon. Et on verra plus tard dans la partie pain que les liaisons de gluten-amidon, c'est le poumon de la pâte. Le gluten, notamment la protéine de gluten, il y en a deux, mais c'est ce qui va constituer le poumon de la pâte, c'est ce réseau-là qui va faire que la pâte lève, s'aère et grandit, que les pains se développent. Donc ça, c'est la mouture sur meule de pierre, on va dire classique, millénaire, ancestrale. Et j'ai la chance avec Astrea de construire, de fabriquer des moulins à meule de pierre que l'on appelle de type astrier, du nom des inventeurs de ce type de moulin-là. Donc c'est un moulin à meule de pierre, meule fixe, meule tournante, simplement la meule tournante euh, ne vient pas écraser le blé avec son propre poids. Si vous voulez, à partir du moment où vous mettez de la matière entre deux pierres, qui tourne, ça va avoir tendance à soulever la pierre du dessus en mouvement, à la soulever vers le haut. Donc il faut une pierre très lourde qui va écraser la graine pour pouvoir quand même avoir une mouture correcte. Avec le principe astrier, on s'affranchit du poids de la meule, c'est-à-dire que la meule repose sur un ressort et on vient la contraindre vers le haut pour ensuite régler de façon micrométrique l'écart entre les meules. On s'affranchit du poids de la meule, donc on peut avoir des moulins plus petits, moins chers et dans des espaces beaucoup plus restreints, sans avoir une machinerie tout autour et sans avoir des contraintes d'entretien qui sont afférents à des meules qui vont faire 1,50 m, 2 m, plus de diamètre, hein, comme on peut le voir auparavant. Mais déjà 1 m de diamètre, ça commence à être conséquent pour la soulever tout seul, c'est impossible. Là, on vient s'affranchir du poids de la meule et surtout, on vient plus écraser le grain, on vient le dérouler entre les meules. Et ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que déjà, on va préserver ces liaisons gluten-amidon. Et là, le boulanger, lui, à blé égal, entre un moulin à meule de pierre classique et un moulin à meule de pierre de type Astrier qu'on fabrique chez Astrea, la différence va être vraiment frappante. On va avoir des pâtes plus douces et surtout des pâtes qui lèvent mieux, qui se tiennent mieux. Euh, donc ça, le boulanger, c'est flagrant pour lui. Le deuxième avantage, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que du fait que l'on déroule, on a 80% de taux d'extraction en un seul passage. Pas besoin de repasse entre les meules. À partir du moment où on a un moulin où il y a de la repasse, c'est qu'on a fait un d'écrasement. S'il n'y a pas de repasse, on vient bien dérouler la graine de blé et on le voit au niveau du son. On a des copeaux de son qui vont être très doux, sans blanc, sans reste à l'intérieur. Un peu les copeaux de nourriture pour poissons. Pour donner une image un peu, c'est doux, c'est des copeaux qui sont assez gros. On n'est pas sur une poussière fine euh, parce que on vient vraiment écraser la graine. Alors, pour la qualité du son, il y a aussi un lien avec le taux d'humidité du blé. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui se règle au mouillage là-dessus. Enfin, après que ce soit meule de pierre ou cylindre, les techniques sont à peu près les mêmes. Il faut savoir par exemple que les meuniers, les minotiers qui vendent de la farine de meule, ont des moulins à meule de pierre. Certains commencent maintenant à avoir des moulins à Astrea, mais des moulins à meule de pierre classiques, mais qu'ils utilisent comme les cylindres. C'est-à-dire qu'ils font plusieurs passages, 7 à 8 passages entre différents moulins réglés différemment. Voilà, donc on n'est pas sur une extraction en un seul passage. L'autre avantage de l'extraction en un seul passage sur les moulins de type astrier qu'on fabrique donc dans nos locaux, dans notre atelier, c'est que la farine va être moins oxydée, moins chauffée
que s'il y avait plusieurs passages entre les meules, voilà, ce qui n'est pas difficile à comprendre. J'arrête là sur la farine, j'en ai dit pas mal, ça fait bientôt une demi-heure que je parle. Le pain, le pain, on va terminer là-dessus. Donc j'ai fait quelques allusions avec l'importance de la farine, avec le fameux gluten qui est le poumon de la pâte, on va dire. Le pain, alors je fais une exception par rapport à tout à l'heure. J'ai pas fait de bibliographie, j'ai pas donné de bouquin. Il y en a sur le blé, il y en a un paquet sur les techniques culturelles. Sur la farine, beaucoup moins, mais j'ai quelques références. Sur le pain, j'ai toute une bibliographie aussi, mais ça, rien que la bibliographie des conseils de lecture, c'est un live à part entière. Mais en tout cas, pour le goût, démarrer sur la boulangerie, je recommande voilà, les bouquins CAP de boulanger, il y a 3 tomes. Euh, voilà, moi j'ai pas passé mon CAP avec ces bouquins-là. Le bouquin que j'avais était beaucoup plus ancien, mais très bien aussi. Mais là, je sens vraiment qu'il y a une évolution sur la qualité et l'ambition au niveau de la formation. Ça reste le CAP. Il y a la même collection pour le bac pro, donc là on monte encore d'un cran, mais voilà, rien que dans la partie, le tome 1, les matières premières, voilà, ça parle quand même. Ça rentre un peu dans le détail sur le blé, sur les techniques culturelles, après pareil sur la farine, sur la mouture, sur les tests. Je vais pas parler des tests de la farine dans un moulin, mais voilà, l'alvéographe de Chopin, le temps de chute, tous ces tests qui vont permettre de mesurer une qualité de blé, une qualité de farine. On peut y passer la soirée. Mais en tout cas, voilà, pour le pain, je sais que c'est un sujet un peu à la mode, le pain. Des gens qui veulent commencer à se documenter là-dessus, chez eux, apprendre à faire son pain, etc., ou avoir quand même quelques connaissances sur la filière blé, farine, pain. Avec ces bouquins-là, le CAP, c'est vraiment abordable. On peut avoir déjà une première vision de la filière blé, farine, pain, et ensuite en mettant en pratique ça, en faisant son pain, son propre pain, en découvrant un peu toutes ces techniques de façon, on va dire efficace et en peu de temps, sans que ça demande un travail de chercheur. Voilà. Petite recommandation, petite parenthèse. Euh, donc le pain, ça me passionne. On n'en sort pas. Ça rend fou. Ça peut vous rendre fou le pain tellement c'est divers, tellement c'est technique, mais dans le bon sens du terme. Technique au sens où on découvre tout le temps plein de choses. J'ai des bouquins de pain sur les types de pain dans le monde. J'ai un bouquin rien que sur la baguette. La baguette de la préhistoire à nos jours. Et c'est ambitieux comme titre. Donc il n'y a évidemment pas de baguette dans les grottes de Lascaux. Mais bon, évidemment, là, le titre est accrocheur. Mais voilà, rien que sur la... Et après, voilà, ça devient intéressant dès qu'on dès qu'on commence à regarder un peu, il y a un siècle. Avant, on parle de pain, des pratiques du pain, mais voilà, tout est prétexte de toute façon pour parler du pain. Que ce soit en France, dans le monde, il y a des communautés de fanas de pain, de passionnés, qui font des recherches depuis chez eux, des historiens du pain, voilà, c'est un sujet. Et en France, on est servi culturellement, en France, c'est quelque chose. Euh, voilà, il y a des gens qui consacrent leur vie au pain, clairement. Euh, à le faire, à l'améliorer. Voilà. Alors, moi je retrouve des fois cette même intensité chez les Japonais. Euh, les maîtres qui font les soba, des trucs comme ça, pas les sashimi, les sushis, les maîtres sushis. Mais moi j'aime beaucoup les maîtres soba, je crois que c'est ça, c'est le nom, c'est des pâtes avec de la farine de sarrasin, de l'eau, et vous avez des types qui après les découpent à la main, les jettent en l'air pour les étirer, etc. Enfin, je trouve ça fascinant. Et il y a des gens, voilà, c'est vraiment dans cette culture un peu japonaise avec et le thé, rechercher la perfection, et les gens vont faire à ce type de pâte-là toute leur vie. Alors, je dis les Japonais, ça peut être un cliché. J'avais vu aussi cette passion chez des Italiens qui faisaient de la mozzarella. Tous les jours, ils font de la mozza. Je crois qu'il y avait j'avais vu ça, un truc à New York. Donc les mecs à fond sur la matière première, ben, comme un boulanger le ferait avec sa farine, avec voilà la connaissance du blé. Euh, et puis ils font de la mozza toute la journée. Et bon, ben, leur mozza est à tomber. Donc, voilà, donc, dans le pain, il peut y avoir vraiment ce grain de folie qui fait que vous avez des gens mais passionnés et passionnants parce que voilà, il y a un attachement culturel, viscéral au pain. Voilà. Voilà, mais déjà là,
J'ai contredit mon introduction hier, mais bon, hier j'ai dit que je parlerai pas du côté économique, du côté culturel, historique, mais bon, déjà là, je m'éloigne un peu. Côté technique, on va dire, pour le pain, ben, si on prend le produit à sa base, c'est de la farine, de l'eau, du sel, on pourrait s'arrêter là. Parce qu'avec une farine, comment dire, une farine, une meule de pierre, idéalement de blé biologique, vous allez avoir les ferments naturels présents dans la pâte, pourront commencer à générer une autofermentation sur 24-48 heures. Donc farine, eau, sel, mais on rajoute un élément de fermentation, levure ou levain, qui vont donner des panifications assez différentes. La panification sur levure va donner une fermentation alcoolique. La panification sur levain va donner une fermentation lactique. C'est pas la même dégradation, notamment par exemple des sucres. C'est pas la même digestibilité, le même temps de conservation ensuite du pain. C'est pas la même facilité non plus, ni le même assurance d'avoir toujours un beau produit. En tout cas, on va dire d'un point de vue commercial, il faut que ça ait une belle gueule. Et il faut savoir qu'entre la levure et le levain, la proportion de bactéries est de 1 à 10 000 à concentration égale. Tout ça pour dire que à quantité égale, la capacité levante de la levure est sans commune mesure avec celle du levain. D'ailleurs, en boulangerie française, on peut utiliser le terme pain au levain en mettant un petit peu de levure. C'est pareil, c'est très encadré, c'est une quantité très très fine, très légère, mais quand même, du fait de ce décalage, de cette différence en termes de concentration de bactéries, si on met un peu de levure dans un levain, elle prend le dessus. Et on aura une fermentation alcoolique, contrairement à une panification sur levain pur, on a une fermentation lactique qui sera plus digeste. En tout cas, c'est pas la même dégradation des sucres et d'éléments ensuite, par exemple, qui ne sont pas digestes par notre corps, notamment le son de blé. Ce sont des farines complètes. Euh, donc ensuite, voilà, donc on mélange ces quatre ingrédients. Après, il n'y a pas de limite à la créativité. Vous pouvez faire des pains, vous pouvez avoir une base avec ça, et puis ensuite, dans les recettes, vous pouvez rajouter des graines, vous pouvez rajouter du chocolat, de la bière, voilà, il n'y a pas de limite. Mais concrètement, les étapes, si vous voulez, dans la boulangerie, ça va être donc de rassembler ces ingrédients dans votre pétrin et de les mélanger. Le fait de les mélanger, c'est ce qu'on appelle le phrasage. On les mélange simplement, c'est pas le pétrissage. Le pétrissage, c'est une fois qu'on a mélangé les ingrédients, on va étirer et souffler la pâte. Ou claquer, enfin, il y a au moins ces deux mouvements d'étirage, de soufflage pour emprisonner de l'air dans la pâte. Euh, Si on le fait à la main, il faut que vous ayez l'image, on fait ça en général sur un marbre idéalement. Une fois qu'on a phrasé, le boulanger qui pétrissait on va dire, à la main, il mélangeait à la main et ensuite il prenait sa pâte. Donc quand vous avez des grosses boules de pâte, le boulanger c'était quand même qui avait des bons bras, il soulève sa pâte, il l'étire, et il la replie sur elle-même en la claquant dans un mouvement un peu rapide pour emprisonner de l'air. Et voilà. Là on pétrit la pâte. Ça, c'est vraiment le pétrissage. Ce que fait aujourd'hui un pétrin mécanique. Donc il y a plusieurs types de pétrins, obliques, en spirale, à bras plongeants. Donc les bras plongeants reviennent un petit peu à la mode euh, parce qu'ils travaillent d'une façon qui reproduit, qui est au plus près du travail du boulanger en étirage et en limitant le cisaillement et donc le déchirement des gluten. Donc c'est vrai que c'est pas mal sur des farines ou avec des blés avec peu de gluten, des farines un petit peu fragiles. Mais bon, je ferais passer du temps sur ce qu'est une farine fragile avec le W. Là, c'est des tests en fait qui mesurent l'élasticité de la pâte, le travail, ce qu'on appelle le travail de la farine, de la pâte après, le W dans l'alvéographe de Chopin. Voilà, vous pourrez regarder ça aussi dans les livres que je vous ai montrés là du CAP ou dans toute autre documentation sur Internet le cas échéant. Une fois qu'on a obtenu notre pâte, que voilà, on a mélangé nos ingrédients et pétri la pâte, on va avoir un premier repos, donc une première phase de fermentation en masse, qu'on appelle le pointage. Le pointage, c'est la première fermentation en masse. Euh, alors, précision, il faut savoir par exemple que le boulanger utilise des systèmes, comment dire, pour arriver à une régularité de sa pâte. C'est-à-dire qu'il mélange ses ingrédients, il va mesurer les températures de ses ingrédients. Euh, Là, peut-être que je rentre trop dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle la température de base. Si vous avez des recettes de pain avec, vous voyez marqué température de base 70 degrés, sachez que c'est l'addition de la température
de la farine, de l'eau et du fournil. Donc en gros, le fournil, la température est toujours à peu près constante. La température de la farine, elle est relativement proche de la température du fournil. Et donc votre variable d'ajustement, ça va être l'eau. Si vous avez une température de base de votre recette à 60 degrés et que votre fournil est à 25, votre farine, on va dire qu'elle est à 25, donc on arrive à 50. Pour arriver à 60, il reste 10 degrés. Donc il va falloir souvent refroidir votre eau. Donc c'est pour ça que dans les boulangeries, il y a des refroidisseurs d'eau. Et l'été, c'est pas rare qu'on coule à 1 ou 2 degrés. Parce qu'il fait très chaud dans le fournil et qu'on a des températures de base qui sont celles qu'elles sont en fonction des recettes. Voilà. Et cette température de base, après, va influer sur l'élasticité de la pâte, sur la tenue de la pâte, etc. Et donc sur l'intégralité de la recette. C'est un terme technique, mais je rentre pas plus là-dedans. Donc une fois qu'on a eu phrasage, pétrissage, le pointage, première fermentation en masse. Donc là, la pâte reste, le gros pâton de pâte peut rester dans le pétrin, mais il va fermenter en masse. Et suite à ça, il y aura ce qu'on appelle la phase de division. Division, pesage, boulage. Bon, ça peut être tout ça peut être fait à la main, tout ça peut être mécanisé. Mais toujours est-il qu'on prend notre gros pâton dans le fond du pétrin et là on va commencer à le travailler, à le diviser, on va commencer à le peser si on vend pas au poids et là on va commencer aussi à le façonner, étirer, bouler, façonner. En fonction si on fait des miches, si on fait des baguettes, si on fait voilà, des fougasses, pas fougasse, non, on va donner la forme plus tard, juste avant l'enfournement. Mais voilà, donc il y a cette phase de pesage, de division, etc., de façonnage. Et une fois que cette phase aura été effectuée, il y aura une deuxième fermentation qu'on appelle l'après. C'est le terme technique, l'après. L'après, c'est pas l'après-midi, c'est l'après A2P, R, accent grave T, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Et après l'après, il y a la cuisson. La cuisson, donc l'enfournement, cuisson et défournement. Et après le défournement, on a le ressuage. C'est-à-dire que le pain, quand on sort du four, il n'a pas vraiment encore fini de cuire. Euh, on a eu la réaction de Maillard, la coloration des croûtes, etc. Euh, le, 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 le pain sort, on dit qu'il chante, on l'entend craquer, et donc là c'est important de le mettre sur une grille pour que la vapeur d'eau puisse continuer de sortir, qu'on n'ait pas un pain qui ramollisse de suite après la cuisson. Si vous sortez un pain du four, vous le mettez sur une toile cirée ou même sur une surface comment dire, sans circulation d'air, vous avez un pain qui va avoir tendance à ramollir, la croûte n'est pas finie de cuire, le pain n'a pas fini de cuire. C'est ce qu'on appelle la phase de ressuage. Idéalement, il faudrait qu'elle dure 1 heure après défournement. Après, voilà, c'est fonction ensuite. Il y a des organisations de chacun, mais voilà un peu la théorie que vous pouvez lire lorsque vous vous intéressez au pain. Je crois que je parle depuis bientôt 40 minutes. Blé, farine, pain. Voilà ce que je peux vous en dire. Je m'arrête à contre-cœur. Euh, Merci de m'avoir écouté. Voilà. Désolé pour l'heure tardive encore et à demain pour un live beaucoup plus court. Merci encore. Bonne soirée. Ciao.